Chers entrepreneurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes vraiment très heureuses d'être avec vous ce matin. Donc, bonjour Suzanne. Bonjour Marianne. Comment vas-tu aujourd'hui, Suzanne? Super, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Vraiment un plaisir d'être avec toi ce matin, Suzanne. On se connaît, on travaille ensemble depuis quelques années. C'est grâce à toi que j'ai découvert moi-même le monde fascinant de la psychométrie et comment ça peut nous aider, nous, entrepreneurs, là, dans le développement de nos entreprises. Donc, on va passer une belle heure ensemble aujourd'hui. On va explorer ensemble différentes facettes de la valeur des valeurs et je sais que toutes et toutes qui avez rempli votre questionnaire de l'inventaire des valeurs, vous êtes certainement impatients de pouvoir regarder vos résultats et on va en discuter tout à l'heure. Il y a la moitié de notre atelier qui est dédié à ça. Mais d'ailleurs, avant ça, on voulait mettre la table, hein, Suzanne? On voulait parler ensemble des valeurs. Oui, puis aussi parler des objectifs de l'atelier. Oui, absolument. Donc, évidemment, on va discuter de l'importance d'être sensibilisé à vos valeurs en tant que leader, à réfléchir au sens de ces valeurs fondamentales et instrumentales. On va en parler, hein, parce qu'il y a des différences entre les deux. Tu vas nous expliquer ça, Suzanne. Reconnaître l'impact de nos valeurs dans notre leadership et comment s'en servir dans le développement de vos entreprises, évidemment. Et finalement, on va se plonger dans l'inventaire des valeurs au travail avec les outils Trima. Super. Oui. Donc, explorer son leadership, les éléments d'une culture d'entreprise. Déjà ici, on voulait s'arrêter là, Suzanne, hein, parce que c'est des termes qu'on entend beaucoup quand il est question de développement d'entreprise, les valeurs, la mission, la vision. Des fois, on est un peu mélangé entre tout ça. Donc, explique-nous comment vraiment les départager, puis comment ça se vit chez toi, dans ton entreprise même. En fait, quand on parle de ces mots-clés dans la planification stratégique, souvent, ou réflexion stratégique, on vise à se donner un plan de match pour le futur, évidemment. Puis les mots-clés comme étant valeurs, qui sont les fondations, comme on pourrait dire, les bases sur lesquelles on voudrait bâtir finalement notre entreprise parce que c'est en lien avec les intentions, nos passions et sur quoi on voudrait mettre nos énergies finalement, puis comment on veut se mobiliser là-dedans. Donc, nos valeurs sont vraiment fondamentales. Et là, la mission puis la vision, on parle aujourd'hui souvent de raison d'être, mais la mission, c'est vraiment ce sur quoi on va mettre notre énergie pour développer notre entreprise et les moyens qu'on va se donner, les stratégies, tout ça. Puis la vision, c'est le rêve, là où on veut se rendre. Où on veut aller. Donc, par exemple, dans le cas de ton entreprise, à toi, hein, Solutions Trima, que tu diriges depuis combien d'années déjà, Suzanne? En fait, moi, j'ai fait l'acquisition de ce système en mai 2015 avec une partenaire, puis j'ai racheté en mars 2019. Oui. Alors là, je vis l'expérience d'être 100% à bord du bateau, comme on dit. Oui. Mais c'est fantastique avec l'équipage, puis une équipe qui prend l'expansion, puis le développement, c'est fantastique. Alors, Cette mission-là que vous vous donnez au quotidien chez Trima, c'est quoi? On a fait une réflexion stratégique, puis on s'est vraiment mis en relation avec c'est quoi l'impact qu'on veut faire sur le monde et dans la société. Oui. Et les fondements purs de notre raison d'être, c'est vraiment inspirer, outiller, transformer les individus et les organisations dans le monde. Donc, alors, ça, c'est votre mission. Oui. On peut dire c'est la mission, c'est la raison d'être, c'est le pourquoi on se lève le matin. Oui. Qu'est-ce qui nous fait donner envie d'aller s'activer, si on veut, dans le travail? Quelle contribution on veut apporter? Donc, cette mission se définit évidemment par plusieurs autres actions, comme on pourrait dire, ou en fait, un plan de match. Comment on va exécuter, comment on exécute tout ça? Alors, nous, c'est bien sûr à travers la formation qu'on donne aux professionnels qui sont dans l'accompagnement des leaders, des gestionnaires, des individus pour mieux se connaître, se comprendre. Oui. Mais, et surtout, je dirais, l'intention, c'est de démystifier le cerveau, démystifier le fonctionnement de notre machine, finalement, de notre machine intérieure, qui, malheureusement, on devrait commencer à comprendre ça à l'école, au primaire même. En fait, c'est mon intention. C'est ton inspiration et ça part de tes valeurs. Oui. C'est là-dessus qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, si on regarde ça ensemble d'un peu plus près, hein, les valeurs, au fond, qu'est-ce que c'est? On parle de culture externe, de culture interne, de valeurs, de croyances, qui vont évidemment déterminer nos comportements. Donc, qu'est-ce que c'est à dire pour toi, cette slide-là?
Ah, j'aime beaucoup l'image quand on parle de l'iceberg, quand on parle de qu'est-ce qu'on voit. Puis moi, souvent, je dis, tu sais, moi, je te vois, Marianne, tu sais, je pourrais dire, ben c'est la boîte à biscuits. Mais c'est quoi le biscuit à l'intérieur? Tu sais, qu'est-ce qui est là en toi? Et souvent, ce intérieur, ben c'est ce qui est sous l'iceberg. Oui. Et c'est ce qu'on voit le moins, ce qui est le moins accessible. C'est de l'intimité, hein? C'est tout ce qui est en relation avec notre départ de vie aussi, puis comment on est éduqué, les intentions de nos parents par rapport à nous, mais aussi, c'est souvent très inconscient tout ça. C'est, tu sais, on regarde le dessus de l'iceberg, là, bon, les croyances, à quoi on croit, nos priorités, nos préjugés, nos attitudes. Alors, ça touche les attitudes adéquates, les attitudes excessives, qu'est-ce qui crée ça? Bref, nos valeurs, nos croyances vont bien déterminer un grand nombre de nos comportements. Ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est l'idée du socle. Hein? C'est l'idée que c'est ce qu'on porte au plus profond de nous, puis c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous mobilise, nous motive vers l'atteinte de nos objectifs. Bien, oui, puis souvent, c'est prendre aussi sur quoi on va prendre du recul. Qu'est-ce qui va nous aider à je veux dire, se remettre au vent, tu sais, ou reprendre le cap, pour prendre cette image. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est déjà, on peut constater qu'on n'a pas tous cette même vision-là du monde. Hein? On a différentes dimensions dans la personne, puis on a différentes façons de vivre nos valeurs et même de les percevoir. Oui. Donc, ici, si vous aviez été avec nous, on se serait adressé à vous. Donc, j'espère que vous partagerez dans le chat auquel on pourra avoir accès dans quelques secondes. Quand vous pensez au mot « valeur », quelle image vous vient à l'esprit? Moi, personnellement, c'est vraiment celle du phare qui m'anime. Donc, cette idée-là que, à partir de mes valeurs, je vais pouvoir mener mes projets, je vais pouvoir grandir, mais aussi de m'y ramener. Hein? Dans le risque de s'en égarer un peu comme ça arrive là, dans le brouhaha du développement de l'entreprise, là, avec toutes les tâches qui sont celles des entrepreneurs. Hein, dans les premières années d'opération, on le sait. Toi, Suzanne, quand tu regardes ces mots-là, lequel te parle? Bien, les valeurs, c'est aussi qu'est-ce qu'on a besoin au moment où ça va pas bien. Tu sais, puis moi, ça me parle beaucoup la quille du bateau parce que je suis une navigatrice, c'est ma passion. Et puis, je sais, j'ai expérimenté quand on a des gros vents, puis quand on a confiance dans la quille du bateau, puis qu'on sait que c'est ça qui va nous ramener, c'est le poids qui va nous faire se repositionner finalement. Donc, pour moi, la quille du bateau vient prendre un sens très important. C'est concret. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais parce qu'elle est là, cette quille-là, on sait que ça va contrebalancer l'impact qu'on pourrait avoir qui serait plus difficile si on n'avait pas des valeurs concrètes ou on n'était pas présent à nos valeurs. Là. Donc, déjà, cette idée-là, l'idée du risque de s'en éloigner. Merci pour vos réponses. C'est le fun que vous interagissiez avec nous. On aime ça. Oui. Donc, les colonnes, la boussole. Il y a quelqu'un d'autre qui a répondu la colonne. Définitivement la boussole parce qu'elle nous aide à se diriger et à prendre des décisions. Très vrai, très bien dit. Hein? Ben, sais-tu, j'aime bien quand on parle aussi de boussole ou d'instruments, parce que c'est un peu ça, finalement, les valeurs. C'est à l'intérieur de soi, c'est interne. C'est pas quelque chose qui est... Tu sais, c'est pas concret, là. C'est pas un morceau de... C'est pas un morceau je sais pas, de bras, tu sais. C'est concret, là, notre corps, mais les valeurs, c'est à l'intérieur de soi. Puis une boussole, ben c'est quelque chose qui va nous guider, donc nous animer pour les actions, finalement. Oui, quelqu'un a répondu le cœur. Donc, il y a vraiment ici l'idée aussi que c'est au centre de ce qu'on est et idéalement de ce qu'on fait. Tout à fait. On parle de valeur, Le mot « valeur », il a plusieurs sens. Hein? Ça peut être à la fois le prix payé, ça peut être ce qu'on y gagne. On va regarder ça ensemble un petit peu. J'aime beaucoup l'expression aussi de Warren Buffett qui dit « Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. Intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais quand on parle je dirais, de la culture du modèle Trimor, quand on parle des valeurs au travail, on parle des valeurs, c'est plus la croyance durable, finalement, qu'on va mettre l'accent, donc qui se traduit par des choix, un mode de conduite ou encore le but de l'existence qu'on va préférer personnellement ou socialement, puis au mode de conduite ou même au but opposé
ou contraire, qui a été dit par Milton Roquette. Et alors, moi, j'aime bien réfléchir à mes valeurs. Puis, en fait, ça peut évoluer aussi dans le temps. Oui. Les valeurs, ils n'ont pas juste... c'est pas quelque chose qui est figé. Il y a quelque chose qui est fixe, oui, qui sont dans nos valeurs fondamentales. Et, c'est un peu l'esprit dans lequel on peut se laisser porter. Dire, on évolue. Nos valeurs évoluent aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'aurais eu tendance à penser qu'il y a quelque chose d'immuable là-dedans, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas changer intrinsèquement en nous. C'est vrai que les valeurs viennent de notre, je dirais, de notre parcours éducatif, évidemment. L'environnement, le milieu dans lequel on se retrouve. Oui. C'est un gros impact. Gros impact. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis? Sur quoi ils ont mis l'emphase, l'énergie? Alors, ça va nous habiter. En même temps, l'environnement, le milieu où ce qu'on choisit va avoir aussi un impact parce qu'on va vouloir avoir envie de s'intégrer dans un milieu, dans un environnement et on va vouloir plaire. Donc, parfois, on va avoir tendance à être influencé par les valeurs de l'environnement dans lequel on va être. C'est un piège dans lequel tombent parfois les entrepreneurs dans les premières années d'opération. Hein? Quand on se fait connaître, on va parfois vouloir accepter tous les clients. Il y a une question qui vient assez rapidement, c'est est-ce que tout le monde est un bon client? Alors, comment départager ça, par exemple? Bien, on peut le faire sur la base de nos valeurs et c'est ce qu'on va explorer avec vous aujourd'hui. Justement, parlons-en de ces risques-là, des conséquences de comportements qui ne seraient pas alignés avec les valeurs. Comment, Suzanne, on se met à risque quand on s'éloigne de nos valeurs? Et c'est tellement subtil, s'éloigner de ses valeurs. C'est pas toujours clair ou concret jusqu'au moment où, là, on tombe dans un espace d'inconfort et où on réalise finalement qu'on s'est trompé. Puis, puis à quoi c'est associé de s'être trompé ou à quoi on met l'énergie sur c'est-tu de la faute à ci, à ça, ça? Qu'est-ce qui est là? Puis parfois, on ne voudrait pas se sentir responsable de ce qui arrive, mais souvent, les valeurs vont être une réponse, une vraie réponse à comment on va se positionner par rapport à soit notre confort ou notre inconfort. Et quand on choisit de s'investir dans une entreprise ou dans l'entreprise qu'on a créée ou qu'on fonde, bien, on va peut-être vivre des insatisfactions et des résultats qui ne sont pas ceux qu'on aurait souhaités et qui pourraient nous démobiliser. Mais il faut toujours se rappeler et se rappeler vraiment le pourquoi et le sens de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous fait comme entrepreneurs. Tu nous parlais de la raison d'être et les entrepreneurs ont cette chance-là de créer quelque chose à partir de qui ils sont. Hein? Souvent, on va dire que dans les premières années, il n'y a pas vraiment de différenciation entre la personne et l'entreprise parce que l'entreprise est portée par la personne. Les entrepreneurs ont cette chance-là inouïe d'être maîtres de leur destin. Souvent, les gens qu'on accompagne en entrepreneuriat créent quelque chose auquel ils croient intimement. Là. Bien, moi, j'ai toujours dit que l'entreprise, c'est simplement l'extension de soi. Comme entrepreneur, on va choisir de s'investir dans ce qui nous porte profondément parce que ce que ça demande, hein, vous le savez, on le sait. Moi, je suis partie à mon compte en 94, je ne peux même pas croire encore, c'est incroyable, 25 ans. J'ai fait toutes sortes de bons, d'expériences, réussies, échecs. Alors, on se relève, on avance. Et c'est pas une question d'argent. Oui, on veut avoir cette liberté financière, c'est bien sûr. Mais ça va au-delà de ça, je pense, les valeurs pour un entrepreneur. C'est vraiment sentir qu'on va faire une réelle différence et que notre produit, notre solution, nos services vont apporter de la valeur, justement. Oui. C'est ça l'esprit que... Je trouve ça vraiment le fun que tu insistes là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne l'entend à peu près plus. Hein, ce fameux vieux mythe-là que l'entrepreneur est là pour faire de l'argent, c'est pas ce qu'on entend autour de nous avec les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est pas ce qu'on voit. Les gens sont portés par quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Puis de toute façon, entre toi et moi, les premières années de vie d'un entrepreneur sont tellement chargées, tellement rempli de défis. Je pense qu'on ne peut pas y arriver si c'est que pour ça qu'on le fait. Puis c'est pas ce que je vois autour de moi non plus. Tout à fait.
c'est clair. Puis donc, c'est pour ça d'être aligné sur nos valeurs. Pour moi, c'est comme une espèce de police d'assurance. Tu sais. Oui. C'est comme une police d'assurance de sentir que, quand on est mélangé ou on est perdu, sur quoi on doit se déposer ou faire le time-out, s'arrêter, réfléchir, dire, bon, qu'est-ce qui est important pour moi? Oui. Puis c'est là que les valeurs viennent prendre son sens. Quand on débute dans nos premières années d'opération et tout ça, ça va assez de soi quand on est avec soi-même. À partir du moment où de plus en plus de gens entreprennent, non pas seuls, mais en équipe, et c'est probablement le cas avec les gens qui nous regardent aujourd'hui, de la même façon qu'après 2, 3 ans, bon, ça va bien, on commence à embaucher des gens. Donc, on commence à compléter nos équipes s'agrandissent et tout ça. Il faut continuer à porter ces valeurs-là pour mobiliser les gens qui nous entourent, pour mobiliser les gens avec qui on partage cette mission-là. On va revenir à ça. Et là, on peut s'arrêter justement à cette différenciation-là qu'on peut faire entre les valeurs qu'on dit fondamentales et les valeurs instrumentales. C'est quoi la différence entre les deux, Suzanne? Tellement une bonne question, Marianne, parce que les valeurs, quand on parle des valeurs fondamentales, c'est ce qui est intrinsèque, c'est ce qui porte dans notre ADN, dans notre qui suis-je, en fait. Tu sais, dans mon sentiment de me reconnaître à travers quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, les valeurs fondamentales, puis on va le voir tantôt, vous allez vivre l'expérience à travers votre bilan, se retrouvent dans le modèle TRIMA, souvent dans les 2, 3 premières lettres de nos dominances, de nos préférences. Donc, ça fait partie d'une distinction. Les valeurs instrumentales vont être comme des valeurs adaptatives, des valeurs qui vont venir parce que l'environnement, le milieu dans lequel on va se retrouver ou on va travailler, va mettre de l'avant ces valeurs. Par exemple, chez nous, je donne un exemple bien concret. Bon, là, je vais me révéler un petit peu, mais tu sais, la rigueur, là. La rigueur, pour moi, personnellement, dans ma vie au quotidien, puis chez nous, là, j'ai-tu besoin de la rigueur? Pas tant que ça. Même si je suis éparpillée, puis que tout n'est pas classé, bon. Mais dans mon entreprise, puis avec le type d'organisation qu'on a, puis le produit, avec toute la validation scientifique de notre modèle, Oui. toute la démarche de la validation, de la rigueur, bien, c'est fondamental. Donc, pour l'entreprise, cette valeur de rigueur, elle est fondamentale. C'est même pas incontournable. D'ailleurs, dans nos 5 principales valeurs, c'est orienté qualité, donc de l'excellence, la rigueur, l'innovation, l'humanisme et l'entrepreneurship. OK. Donc ça, puis tu sais, c'est vraiment nos valeurs fondamentales. Donc c'est pour ça que je suis vraiment touchée de vous parler puis d'être avec vous aujourd'hui, les entrepreneurs, parce que c'est ça l'esprit humain pour moi. C'est créer quelque chose, c'est bâtir, se construire avec son plein potentiel. Et quand on parle des valeurs instrumentales, on parle des valeurs sur lesquelles on doit aussi prendre en considération pour être en relation avec ce qui est important pour l'organisation. D'accord. Si on est trop éloigné de nos valeurs fondamentales, de nos valeurs instrumentales, c'est là qu'il peut y avoir, on va dire, un petit clash. OK. J'entends aussi qu'il y a une certaine souplesse à avoir là-dedans. Hein? Il ne faut pas être trop carré, trop serré dans pas aller un petit peu au-delà de ce qui est naturel pour nous. Tu parlais tantôt des préférences et des dispositions. Évidemment, dans l'inventaire des valeurs, on fait appel à d'autres outils TRIMA. Donc, on va présenter le modèle TRIMA là, pour que les gens puissent, à la réception des réponses à leur questionnaire, puissent vraiment bien bien comprendre leurs résultats. Donc, une autre petite question ici, hein, parce qu'on aime interagir avec vous. Donc, encore une fois, je vous invite à écrire vos réponses dans le chat. Quel sens donnez-vous dans vos valeurs, dans votre travail? Évidemment, là, on parle de celles qui vous portent dans le développement de vos propres entreprises. D'ailleurs, je prends un petit moment juste pour souligner qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui une belle variété hein, dans les gens qui assistent à la conférence aujourd'hui. Donc, on a une bonne proportion de gens qui sont au stade de l'idéation, mais il y en a plusieurs parmi vous aussi qui sont au stade du développement et même de la croissance. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir aujourd'hui qu'on a des entrepreneurs de tous les niveaux d'avancement qui s'intéressent à ce questionnement-là des valeurs. Donc, on sent que c'est déjà présent dans le démarrage, mais que ça perdure et que ça doit perdurer tout au long du développement de vos entreprises. Donc... Puis effectivement, quand on pense à... moi, par exemple, ma valeur profonde, ce que j'ai découvert, parce que j'ai répondu au questionnaire TRIMA, l'inventaire des valeurs. D'ailleurs, on a créé cet outil-là en 2017.
Donc, c'est quand même assez récent. OK. Et parce que les valeurs, il y a plein d'outils sur le net, c'est gratuit, tout ça, on peut faire ça, mais il n'y en a pas un qui était en lien avec la relation avec les 5 dimensions ou avec les dimensions du fonctionnement du cerveau. Puis c'est ça qui est notre distinction. C'est que le modèle, on va le présenter tantôt, avec les 5 dimensions, bien, on a rattaché les valeurs distinctives en lien avec le modèle. Puis moi, je l'ai fait à différentes reprises, mon rapport, parce que, évidemment, j'aime ça être dans le laboratoire, puis explorer, puis voir jusqu'à quel point c'est vrai ce qu'on dit. Oui. Tu sais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est probant? Est-ce que ça revient? Les modèles ont été testés et retestés scientifiquement. Oui, mais en même temps, c'est pas encore validé scientifiquement. Là. Moi, je ne viendrai pas prétendre que l'inventaire des valeurs au travail, c'est un outil qui est validé scientifiquement. Pas encore. Mais le modèle Trima. Le modèle, oui. Mais l'inventaire des valeurs, qui est un outil en soi, qui vient nous donner, nous sensibiliser, tiens, et nous faire réfléchir. Puis à nous sensibiliser vraiment à ce modèle. Bien, regardons-le justement, ce modèle Trima-là sur lequel a été appuyée la création de l'inventaire des valeurs, dans lequel on va se plonger dans quelques minutes, dans pas très longtemps. Donc, le système Trima, c'est pour mesurer, on dit, la cohérence entre le leadership, les compétences et les styles sociaux. Peux-tu nous expliquer ces 3 dimensions-là, Suzanne? Bien, écoute, Marianne, le créateur, Lionel Arsenault, qui était un conseiller en orientation et psychologue, il enseignait la psychométrie, puis il avait cette passion. Puis, à un moment donné, il a vu que la mesure des outils psychométriques était à propos de mesurer le potentiel. Et à un moment donné, il s'est dit, c'est bien beau avoir le potentiel, mais comment on peut mesurer l'actualisation du potentiel? Puis là, ça ne veut pas dire parce qu'on a le potentiel que c'est ce qu'on fait. Oui. Tu sais, puis c'est comment on est dans le quotidien, dans l'exécution. Alors, on sait très bien qu'on a des talents, mais les talents sont souvent latents, où il y a des talents qui ont été exploités, exprimés, mais il y en a qui ne sont pas utilisés, où on a pu élargir notre zone de confort à travers des expériences, où ça nous a permis d'aller plus loin, finalement, que de qui on est. Et c'est là que lui a dit, bien, il faudrait que je fasse un dictionnaire des compétences. Puis là, c'est à partir des compétences comportementales, et le premier dictionnaire qu'il a créé en 1992, 150 compétences, qui a été l'innovation de ce modèle de psychométrique. Et là, il s'est dit, bien, il faudrait que je réfléchisse sur, ça va être quoi le nombre de dimensions, sur quoi je voudrais mesurer ce modèle-là, ou ça va être quoi les échelles de mesure que je vais utiliser. Et c'est là qu'il a choisi les 5 dimensions que je vais vous présenter tantôt. Mais pour le modèle, justement, ce qui est dans l'innovation ici, c'est de tenir compte des styles sociaux, qui est d'abord notre disposition à agir. C'est ça qui est notre fondation, ce qui nous porte dans notre, je dirais, ADN. Comment on est en vacances ou comment on est chez nous le matin ou les week-ends. Nos compétences sont en relation avec notre savoir-agir. On parle de savoir-agir chez nous parce que c'est du comportemental. C'est quelque chose qu'on va voir, comment la personne va se comporter dans son quotidien. Le leadership, c'est l'intention d'agir. Alors, ça ici, il y a une grande distinction qu'on veut apporter pour bien saisir la distinction qu'on fait chez Trima. Le leadership, il est à propos de comment on voudrait être perçu par les autres. Ce n'est pas comment mon leadership fonctionne, c'est de quelle façon que je voudrais être vu et comment je voudrais être perçu par les autres, alors que les compétences vont être à propos de comment les gens me voient. Alors, le leadership va me dire, va donner une distinction sur est-ce que je suis vu et est-ce que je suis cru avec mes comportements. Donc, c'est assez intéressant l'interdépendance qu'il y a dans ces 3 structures et dans ce modèle où on tient compte aux grandes questions identitaires. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Et quel est mon désir d'impact? Et tout ça arrimé autour de 5 belles dimensions que je vous présente à l'instant. Donc, voilà. Non, c'est bon, on peut juste revenir. Ah, ben oui, juste pour montrer la structure. J'ai envie de présenter les lettres déjà. Vas-y, ma belle Marianne. Donc, Trima, 5 dimensions, je dirais 5 façons de voir le monde, 5 lunettes qu'on peut utiliser. 5 paires de lunettes, oui. J'aime beaucoup, d'ailleurs, les images qui sont utilisées pour explorer ça. Donc, on se penche un petit peu là-dessus. Vous verrez, quand on va vous rendre les questionnaires tout à l'heure, vous aurez ces lettres-là qui vont réapparaître dans le rendu des résultats. Donc, on pourra y référer peut-être tout à l'heure en expliquant le rendu de l'inventaire.
Donc, parlons un peu des T. Les gens de type tradition. Alors, les gens de type tradition sont des gens qui sont très à l'aise dans les univers ordonnés. Ce sont des gens qui sont doués pour les tâches qui se répètent, reviennent de la même façon. Ils sont réputés pour être des employés minutieux, des gens très fiables, des gens sur qui on peut compter, des gens à l'aise dans les opérations. Oui, mais aussi des entrepreneurs très orientés sur je dirais, la minutie, la précision, très concret. Là. Dans le concret. Dans le concret, puis exécution. Oui. Les gens de type réflexif, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le modèle, parce que des fois, je trouve qu'avec les modèles de couleurs, on s'écarte un peu parce que ces deux dimensions-là sont mélangées. Puis je trouve que c'est très important de les différencier parce que les gens de type réflexion sont pas tout à fait pareils comme ceux de type tradition. Hein? Dans l'univers de la réflexion, on est vraiment dans la logique, dans le rationnel, dans le questionnement. Hein? Ce sont des gens qui sont très observateurs. J'ai en tête le profil du chercheur universitaire qui va passer toute sa carrière à creuser une question, à aller plus loin, à demander pourquoi, à analyser tous les angles. C'est différent du modèle tradition. Oui, oui. Puis, tu sais, ici, on parle du côté gauche du cerveau. Alors, le côté gauche du cerveau, donc, le limbique en bas avec la tradition qui est plus orienté aussi besoin de sécurité matérielle. Alors, c'est plus terre à terre. Tandis que réflexion, c'est plus détaché, plus froid comme, rapport, si on veut. Oui. Faut se rappeler qu'on les a toutes, les dimensions. On les a tous. On a tout un cerveau avec tout ça, mais avec des dominances, des préférences. Oui, très bien. Justement, parlons d'un autre genre qui s'éloigne vraiment de ceux dont on vient parler. Hein? Dans l'imagination, là, on est tout à fait ailleurs, puis la lunette, encore une fois, elle explique très bien. Les gens qui ont des I forts sont des gens innovants, sont des gens créatifs, hein? Une bonne proportion des artistes, mais aussi des architectes, des ingénieurs. Ce sont des entrepreneurs que je dirais effervescents. Hein? C'est les gens qui vont avoir beaucoup d'idées, qui vont être curieux, originaux, spontanés, qui vont être tournés vers le futur, qui vont imaginer des choses qui n'existent pas encore. Donc, une grande proportion des entrepreneurs, Suzanne. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. C'est clair, ça fait partie d'une des dominances, là. Oui, Mm-hmm. chez les entrepreneurs. Excellent. Les gens de type M, moi, au fil de mes années d'accompagnement avec les outils Trima, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui revenait souvent et ça se comprend assez bien, hein, parce que la médiation, c'est la relation avec l'autre, c'est les capacités d'être un bon communicateur, d'être amical, chaleureux. Ce sont des gens qui s'intéressent aux autres et qui, dans le démarrage, la création de leur entreprise, vont s'intéresser beaucoup à quoi ça va servir, ce que je suis en train de faire, qui est-ce que je vais aider grâce à ce que je suis en train de faire. Et dans l'avancement du développement d'une entreprise, bien évidemment, un entrepreneur se doit d'entrer en communication avec ses clients, avec des fournisseurs potentiels, quand c'est le temps de pitcher, quand c'est le temps de vendre son idée et tout ça. Ça prend du M. Ah, ça prend du M. Je pense que le M est essentiel, comme chacune des lettres, d'ailleurs. Oui. Et la dernière, non la moindre. La dernière et non la moindre, elle est très intéressante, celle-là, hein, parce qu'elle est un peu différente des autres, je trouve. Elle a son existence en elle-même, mais elle donne quelque chose aux autres aussi. Hein? Ça donne une espèce d'impulsion. Donc, le A, c'est la lettre de l'action. Donc, on dit des fois que dans le démarrage d'une entreprise, c'est bien d'avoir des idées, mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est entrepreneur et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est celui qui va se lancer dans l'action. Mm-hmm. C'est réellement l'entrepreneur. Donc, cette lettre-là existe par elle-même. C'est cette vélocité-là qui nous habite à mettre en action quelque chose, à rendre quelque chose réel. Tout à fait. Alors, je peux te dire, dans mon expérience aussi, j'ai vu des entrepreneurs avec des lettres du A à la fin. Oui. Mais il y avait des associés. Exactement. Qui avaient le A plus en avant. Et voilà. Donc, mais il n'y a pas d'entrepreneur qu'on va dire idéal ou parfait. Non. On a tous nos distinctions. Mais qu'est-ce que ça nous prend en plus grande quantité ou en moins grande quantité? Par rapport à quoi? Par rapport aussi à notre type d'industrie, par rapport à notre type d'entreprise, par rapport à notre produit. Bien, c'est ça qui va tout faire son sens, là. Alors, tu sais, les entrepreneurs humanistes, par exemple, vont avoir tendance à avoir un M peut-être plus grand que les entrepreneurs, je vais dire, industriels, oui. Qui vont être plus concrets, terre à terre et tout ça. Alors, là, ça serait très intéressant si vous pouvez écrire dans le chat quelles sont les deux ou trois premières lettres de vos dominances. Ça serait vraiment intéressant de vous entendre et de savoir pour vous, à la lumière de ce que vous voyez par les lunettes qu'on a présentées,
Par exemple, moi, je suis une IMA, par exemple. Mes 3 premières lettres dominantes, ça serait ça. Oui. Alors, quelles sont, toi, Marianne? Moi, mes lettres, c'est AMI. OK. Il y a une bonne proportion des entrepreneurs que j'accompagne qui ont le A et le M assez fort, mais tu m'as devancé un peu tantôt dans ce que tu disais, puis je te suis vraiment beaucoup parce que des fois, il y a des entrepreneurs que j'accompagne qui me disent, mon Dieu, mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime se présenter en public, je suis pas quelqu'un qui aime vendre des idées, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que comme entrepreneur, on peut s'entourer. Premièrement, de moins en moins de gens entreprennent seuls. Il y a de plus en plus de gens aussi qui démarrent en équipe. Puis, dans la complexité du monde des affaires d'aujourd'hui, je pense que c'est une excellente chose, d'ailleurs, d'aller très rapidement se mettre en équipe avec des gens qui vont être soit des cofondateurs, mais des fois aussi des premiers employés clés. Des gens qui vont joindre l'équipe comme des employés, mais qui vont porter ces choses-là pour lesquelles on est peut-être moins intéressé à faire. Donc, le duo d'entrepreneurs que je vois souvent dans mon accompagnement, moi, c'est celui que je vais appeler le gestionnaire, puis le vendeur. Donc, celui qui a ce M-là très fort, ce A-là qui est dans l'action et tout fort, puis la personne qui est peut-être un peu plus en retrait dans l'image, mais qui, dans les faits, tient vraiment la business. Hein? Absolument. Puis là, j'en vois. Merci de nous répondre. C'est très chouette, très motivant de voir répondre avec du MIA ou du IM, définitivement, comme certains nous disent. Oh! Là, OK, je comprends qu'il y en a qui parlent de leurs lettres probablement dans le rapport. Maintenant, c'était pas tout de suite qu'on vous invitait à aller voir votre rapport. C'était plus... c'est dur de résister. Bien sûr. Et là, probablement qu'il y a des gens qui ont plus... il y a un A dominant. Ils vont aller voir rapidement, puis curieux, avec le R aussi ou le I. Bref, merci de nous donner votre feedback sur le positionnement ou comment vous vous auto-évaluez par rapport à ces 5 dimensions et faire en sorte que ça nous donne aussi un indicateur quand on va vous parler tantôt par rapport aux valeurs de votre rapport. Il y a quelque chose qui ressort. Hein? Regarde, Marianne, comment c'est intéressant ce qui est en train de sortir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates? Je vois qu'il y a beaucoup de M, il y a beaucoup de A, il y a beaucoup de R. Oui. C'est quoi la carence? Bien, en fait, dans les gens qu'on semble voir là, il y a moins de I. Et surtout, la lettre qui est la plus absente souvent avec les entrepreneurs, c'est le T. Et voilà. Et ça se comprend. Et là, sérieux, on a tendance, et puis dans les statistiques, ce n'est pas une dominance, c'est une des dominances qui est la moins fréquente dans la population. Et on en a tellement besoin parce que comme entrepreneur, on veut aller vite, on est rapide, on a des visions très globales. Mais l'exécution, sur le plancher, il faut que ça arrive. Puis il y a des délais, puis il y a des dates, il y a des budgets. C'est ça qui accroche des fois avec les entrepreneurs qui sont des gens d'idées, qui sont des gens de relations. C'est exactement vous êtes vraiment des entrepreneurs parce que ce que je vois là, c'est à l'image des gens qu'on accompagne. Hein? On voit la même chose. Puis ça se comprend un peu parce qu'en quelque sorte, une personne qui crée une entreprise, on s'éloigne forcément de la tradition, on s'éloigne de ce qui existe. On veut ajouter au marché un produit qu'on ne voyait pas, un produit qui répondait mieux à un besoin qu'on a cerné et tout ça. Donc, comme tu le dis si bien, par contre, une fois que l'entreprise existe, ça nous prend du thé. Ça prend quelqu'un qui va remplir des délais, qui va être capable de faire des budgets. C'est pas toujours la chose qu'on préfère faire quand on est entrepreneur. Je vais te dire, Marianne, c'est nos meilleurs bras droits. Là. Quand on dit la complémentarité de l'entrepreneur, c'est d'avoir quelqu'un sur qui on va pouvoir se fier, on va avoir confiance, quelqu'un de responsable qui va vraiment livrer là, pour nous puis qui va se tenir. Alors... en fait, souvent, là, il y a comme une espèce de paradoxe dans la dynamique, dans la relation avec l'entrepreneur qui a du grand A, qui pèse sur le gaz, parce que le A veut aller vite. Il ne se posera pas de questions. Go, on le fait. Puis là, il va réfléchir après, ou dépendamment des dominances. Mais c'est très utile d'avoir, en fait, une personne... Finalement, chaque personne, chaque complémentarité va venir ajouter de la valeur. T'sais. Complémentarité, c'est vraiment un mot-clé dans ce qu'on est en train d'expliquer ici. Puis, tu vas être d'accord avec moi, ce qui se passe, c'est que, naturellement, les humains sont souvent portés à s'entourer de gens qui leur ressemblent. Hein? Ah, c'est bien plus facile. Toi puis moi, on est des I forts, on est des M forts, on est des relationnels, on aime discuter, on aime s'intéresser aux gens, ça nous porte et tout ça. Par contre, ce qui arrive des fois, puis que je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est merveilleux, mais vous avez tous les mêmes angles morts aussi. Donc, si on est en équipe,
pour démarrer une entreprise seulement avec des gens qui nous ressemblent puis qui ont des profils similaires aux nôtres, bien, on risque de se planter tous au même endroit. Oui, et souvent, tu sais, en tout cas, sans faire de mauvaises intentions, mais tu sais, à la blague, on va dire, quand on est... ah, ben tiens, on va faire un exercice aux gens. Pourquoi pas? Croisez vos mains naturellement. Faites le croisement de vos mains naturel. Alors, regardez, observez le pouce, sur quel pouce il est. Alors, moi, mon pouce de la main droite, il est par-dessus mon pouce de la main gauche. Toi, Marianne? Mon pouce de la main droite est par-dessus. Il est plus haut. Non, ton pouce de la main gauche, c'est la même chose que toi. Non, 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 moi, c'est mon pouce de la main droite. Le contraire de toi. Toi, t'es le contraire de moi, exact. Change de main, on change de bord. Ah, c'est inconfortable. C'est inconfortable, Un hein? peu inconfortable. Ah! Alors, peut-être, si vous avez fait de l'expérience, faites-le. Je vous le dis, là, c'est particulier. On n'a pas tendance à faire cet exercice, mais oui, les gens dans la salle le font, c'est super! Yeah! Alors, c'est vraiment génial. Bien, savez-vous quoi? Nos 3 premières lettres, là, souvent, parce que la population va se reconnaître dans 50 2 dominances, puis un autre 50 dans 3 dominances. Ça, c'est naturel. Oui. Ça, c'est quand on se croise les mains sans réfléchir. OK. Mais la 4e et 5e lettre, ça, c'est dans nos angles morts ou dans nos inconforts. Donc, c'est l'autre façon de tourner les gens. C'est donc bien inconfortable. Ça, c'est... Ce que tu nous expliques ici illustre très bien ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que des fois, naturellement, on va être porté à aller juste vers des gens qui nous ressemblent, mais c'est pas de ça qu'on a besoin pour être complet dans une entreprise. Puis c'est inconfortable parce qu'on parle pas la même langue, on ne voit pas le monde avec les mêmes lunettes. Puis, tu vois, souvent, on va dire... Mon Dieu que c'est facile avec elle. Tu sais. Oui. Elle est intelligente. Elle me comprend. Tu sais. Puis on se comprend vite. Puis parce qu'on a les mêmes lettres, mais puis là, on dit, les autres, ils comprennent rien. C'est plein de préjugés comme ça. Hein? On traduit des préjugés, mais finalement, c'est juste parce qu'un manque de compréhension ou d'ignorance. C'est par ignorance. Mais si on prend le temps d'écouter, de regarder, d'observer la distinction, la différence, l'inclusion, la diversité, on le sait, on est dans ce courant-là, là. C'est fondamental. C'est tellement une valeur ajoutée pour les entrepreneurs, effectivement. Puis, comment arriver à ça? Bien, c'est par plus de conscience. Et par plus de conscience, bien, c'est en développant notre intelligence émotionnelle, conscience de soi, conscience des autres. Et on y arrive, on s'en va vers les inventaires. Oui, Donc, on va plonger. Alors, je vous invite à avoir sous la main vos rapports à l'écran, papier, comme vous aimez le faire. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, pour que les gens puissent regarder ça d'une façon agréable et facilement compréhensible, hein, parce que c'est nouveau pour eux. Donc, Suzanne a elle-même, évidemment, complété l'inventaire des valeurs et on va le faire à travers le rendu de celui de Suzanne. C'est ça, Suzanne? Oui. On va regarder ça ensemble? Oui. Parfait. C'est parfait. Donc, alors, à la maison, je me révèle à vous. Déjà, on est dans l'intimité. Entre entrepreneurs, c'est fantastique. On est capable de s'ouvrir et de se partager. Et c'est ça, moi, qui fait aussi sens, c'est que vous allez découvrir que j'ai une de mes valeurs qui est partagée. Excellent. Donc, l'inventaire des valeurs au travail, mieux connaître ses valeurs dans le processus de création de son entreprise, amène l'individu à adopter une de ces 4 postures. On s'adresse encore à vous. On aimerait ça que vous nous partagiez en ce moment, vous, qui êtes en train de réfléchir à des entreprises, qui avez des entreprises, qui êtes en train d'évoluer, que vous soyez en croissance, que vous soyez en démarrage. On aimerait ça savoir comment vous vous sentez en ce moment, dans quelle posture vous vous sentez par rapport à vos valeurs. Bien, aussi, ou même pas nécessairement avec les valeurs, mais c'est plus présentement, là. On inspire et puis on est en train d'être présent à qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi? C'est quoi? Ça fait-tu du sens, ma vie? Ça fait-tu du sens, ce que je suis en train de faire? Ça fait-tu du sens, les efforts que je mets à essayer de me propulser? Tu sais, là, on voit intéressant. Tu sais, quête de sens, vivre du sens. Alors, quand c'est clair pour nous, on vit du sens. Quand on le sait, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment, mais profondément habité par notre projet. On est essentiellement là, excité là, aussi. Là, ben, on vit beaucoup de sens. On vit beaucoup de sens. Mais quand on est perdu, puis qu'on est vraiment là, dans le brouillard, on pourrait se retrouver que
ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je me casse la tête autant? Tu sais? Il y a une énergie qui vient avec ça, Suzanne? Quand on est sur notre X, hein, cette fameuse expression-là, quand oui. c'est qu'on vit notre sens, c'est ça? Quand on vit le sens de pourquoi, tu sais, Simon Sinek qui parle du sens, du pourquoi, Le puis why. le why. Alors, tu sais, c'est vraiment inspirant de savoir. Puis quand on est capable d'avoir une clarté pour soi-même, puis qu'on a du sens, on est davantage communicateur, clair aussi dans notre communication avec nos collaborateurs, nos partenaires. On est capable de les mobiliser dans notre projet. Mais quand c'est pas clair, si c'est pas clair pour soi, comment ça peut être clair pour les autres? Ça peut pas l'être clair. Donc, cette question, elle est fondamentale. Et je pense que d'aller puiser au fond de soi, à l'intérieur de nos valeurs, ça vient donner de l'espoir, ça vient nous mettre en relation avec la possibilité de se mettre aussi dans l'action, là, puis d'aller se faire un chemin sur le chemin entrepreneurial. Merci pour vos réponses. Ça nourrit notre échange avec vous aussi. Donc, on lit, il y a des gens qui sont en quête de sens, il y a beaucoup de gens qui semblent vivre du sens. Très C'est intéressant. super. Merci. Alors, on va rentrer tout de suite dans le rapport. Suzanne, présente-nous ça. Peut-être vous expliquer, parce qu'évidemment, quand vous allez avoir la première page, là, vous allez pouvoir réfléchir et comprendre un peu à quoi ça réfère la quête de sens et tout ça. Ensuite, la page suivante, on vous a invité à vous positionner par rapport à vos dominances. Vous l'avez dit tantôt, il y en a qui ont le IM en premier, le R, donc ça, c'est parfait. Vous allez pouvoir lire dans votre rapport, peut-être que c'est ce que vous avez déjà fait. Et dans les résultats de la page 3, en haut, ce qui est intéressant, c'est que vous avez sélectionné parmi les 60 valeurs que vous avez vues, et je suis certaine, s'il y en a qui veulent mettre dans le chat, comment vous avez vécu l'expérience. Il y en a combien parmi vous qui se sont retrouvés heurtés à en mettre 25, puis pas être capable d'en éliminer. Puis... Moi, je t'assure que ça a été mon cas. Et j'ai trouvé ça difficile de remplir ça, moi. Ben oui. Fou. Il m'en restait 18, je pense. Puis là, écoute, c'était déchirant pour moi là, de couper. Bon, puis il y a des choses qui, pour moi, étaient presque similaires, tu sais, à tout le moins peut-être dans les mêmes lettres, je ne sais pas. Probablement, exactement. Okay. Puis ça fait partie de la caractéristique du modèle. C'est qu'on parle, puis là, c'est un mot qu'on aime bien parler dans un salon avec des amis, le mot ipsatif. Alors, oui. Vous avez été exposé à répondre à un questionnaire, une démarche qui était une démarche ipsative. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes invité à faire des choix forcés et c'est en relation avec vous-même. Donc, il n'y a pas de... Versus les questionnaires de type normatif. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont répondu à d'autres sortes de questionnaires, sans doute. Et puis, donc, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des outils qui ont des distinctions. Et nous, notre approche est vraiment basée sur le positionnement d'un questionnaire ipsatif. OK. Donc, les gens ont avec eux un rendu qui est similaire à ce qu'on voit à l'écran en ce moment? Oui, exactement. Okay. Ils ont en haut de la page les 10 valeurs qui ont été sélectionnées. Et parmi ces 10-là, bien là, elles ont été confrontées une avec l'autre et on voit les pointages à droite, donc dans la colonne, le chiffre qui correspond à... la récurrence? La récurrence, exactement. Le nombre de fois que... Le nombre de fois, tout à fait. La valeur est revenue. Exactement. OK. Puis là, ici, on voit bien que dans la colonne de gauche, les lettres qui sont associées à chacune des valeurs. Oui. Donc là, on peut bien voir que... moi, j'ai une grosse carence en T. Hein? J'ai pas de valeur en T. Et parce que, bon, c'est ma 5e lettre, puis j'aimerais bien avoir des valeurs en T, mais malheureusement, c'est pas ce qui est ressorti dans mes 10 préférences. Alors là, on voit le pointage et nettement, la valeur de la curiosité, c'est ma première. Donc, ça fait sens avec mon I. Mm-hmm. Ma deuxième valeur avec la rigueur. Et là, ben oui, parce que... Puis là, on va pouvoir se parler de la distinction entre les valeurs fondamentales et les valeurs instrumentales. Donc, dans mon cas, c'est ça. Mais alors, tu pourrais aller, Marianne, dans la diapo suivante qui nous fait voir, finalement, le résultat des pointages, des préférences ou des dominances, si on veut, des valeurs qui sont les valeurs prioritaires là, chez moi. Donc, c'est comme probablement vous allez voir dans votre résultat en bas, il y a les rangs qu'on voit dans la colonne de gauche, qui est le rang 1, clairement, parce que c'est celle que j'ai confrontée avec chacune des autres valeurs qui m'étaient présentées. Et pour moi, la curiosité, c'est comme
c'est mon besoin de toujours aller plus loin, puis apprendre. Puis, c'est un peu un mélange, là, je te dirais, de I, curiosité, mais aussi de R pour découvrir des choses, apprendre. Là. Ça pourrait être un peu un mélange des deux. Rigueur, qui apparaît comme étant une valeur fondamentale pour moi. La détermination, c'est donc oui, parce que le A... Et c'est-tu quelque chose d'intéressant, Marianne? Parce que dans mes styles sociaux, moi, c'est le IMA, mais dans mes compétences, dans mon bilan des compétences, je suis IAM. Donc, mon M vient en 3e position, mais dans mes compétences, c'est ma 2e lettre, le A. Intéressant. Parce que, ben oui, puis ça, c'est, tu sais, dans mon rôle d'entrepreneur, c'est orienté résultat, orienté, c'est quand même livré, atteindre des objectifs. On est habité par ce fameux A d'agir. C'est intrinsèque à quelque part en nous. Puis, bon, le I pour le changement, la reconnaissance, la stratégie. Alors, c'est sûr que j'ai fait déjà mes rapports dans d'autres circonstances et où j'avais profondément la valeur du M plus dominant. Là, c'est comme si, dans mon expérience actuellement, c'est sur quoi je voudrais mettre l'emphase. Et ça, pourquoi je voudrais aussi que l'équipe qui m'accompagne soit habitée par ces valeurs-là. J'aurais comme besoin et envie que les gens acceptent de se reconnaître à travers ces valeurs-là. Mais évidemment, c'est pas comme on dit... à tout prix, là. Tu sais, je ferai pas le choix de mes collaborateurs, de mes partenaires uniquement sur les valeurs. Là. En fait, est-ce que tu serais d'accord à dire qu'on veut des gens qui sont complémentaires dans leurs compétences, on veut des gens qui nous ressemblent dans leurs styles sociaux, on veut des gens qui ont ces valeurs-là intrinsèques qui sont les mêmes que les nôtres pour avancer dans l'entreprise et des compétences complémentaires? Oui, mais en fait, les valeurs, c'est sur quoi aussi on pourrait s'entendre avec notre partenaire ou nos associés, par exemple, ou sur quoi on pourrait dire, écoute, se partager nos rapports, dire, écoute, moi, là, présentement, c'est ça. Toi, ça serait quoi? Puis d'avoir une conversation, puis de se reconnaître à travers ça, de dire, qu'est-ce qui fait que nous, on ferait des bons partenaires? On ferait des bons collaborateurs. Oui. Tu sais, aller s'exposer à notre identité, finalement. Oui. Essentiel, arrimer là-dessus. J'ai envie de faire un petit pas en avant parce que bientôt, on va passer à la période de questions. Je vous invite à préparer vos questions. Mais déjà, ce sont des questions que les gens qui nous écoutent en ce moment peuvent se poser, qui sont essentielles. Oui, bien, en fait... est-ce qu'il y a, là, on ne veut pas vraiment savoir, mais s'il y en a qui peuvent nous dire si vous avez des associés ou en voie d'avoir des associés, est-ce que cet exercice-là pourrait vous inspirer à dire, ah, tiens, moi, les valeurs que mes associés, je pourrais avoir, ce serait important que je lui partage ces valeurs-là. Tu sais, on a tendance des fois à regarder les expertises, évidemment les passions. Évidemment, on va parler de nos passions communes. Tu sais, Marianne et toi et moi, on est passionnés du développement de l'être humain, d'améliorer la société, de l'expansion du potentiel des entrepreneurs. Absolument. Mais tu sais, sur quoi on se baserait pour choisir aussi nos fournisseurs? Tu sais, comment on va aller s'assurer que ça va faire une bonne chimie, en fait? Tu sais, c'est la chimie, hein, les valeurs. C'est un mélange d'ingrédients qui font que, soit que la vinaigrette va prendre ou la salade va être à son meilleur. Oui. Moi, je dis des fois, c'est la mayonnaise. Ah oui, c'est ce qui fait que ça prend. C'est ce qui fait que ça prend. Donc, ça, c'est des questions à vous poser. Les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Puis, pouvez-vous nous en nommer quelques-unes des valeurs que vous avez identifiées dans votre rapport? Tu sais, comme si vous aviez à choisir un associé ou un fournisseur, par exemple, ça pourrait être quoi la valeur pour vous qui serait vraiment non négociable ou vos collaborateurs? Tu sais, sur quoi vous pencheriez à partir de votre bilan puis dire, ah, moi, là, cette valeur-là, je ne la négocierais pas. Je pense que ça serait un ancrage. Ça serait une façon
de me faire du bien, de m'assurer qu'on est dans le même partage de cette valeur. Alors, si vous avez envie de nous partager un peu de ce que vous avez découvert dans votre rapport, en identifiant parmi vos valeurs qui ressortent dans le bas de votre page 3 de votre rapport, ça pourrait être très intéressant. On a Marie-Michel qui nous partage empathie, expertise et dynamisme. Ah. Intéressant. Bien, déjà, empathie, on sait que c'est du M. L'expertise, c'est du R. Et du dynamisme, c'est du A. Donc, voyez-vous comment c'est pertinent? Et là, si on travaillait avec Michel en partenariat, Marie-Michel, est-ce que ça ferait sens? Peux-tu nous dire si oui, ça correspond à tes 3 lettres dominantes ou à vos 3 lettres dominantes de ce que vous avez identifié ou de ce que vous pensez que vous avez comme appréciation de vous-même? Ou est-ce que vous en êtes loin ou c'est quelque chose sur lequel vous reconnaissez profondément? On va laisser la parole à nos participants dans quelques minutes pour vous dire que ça a été un grand plaisir pour nous deux d'être avec vous ici aujourd'hui. On voulait vous partager cette réflexion-là sur l'importance des valeurs et surtout l'importance de ne pas s'éloigner de vos valeurs pour être heureux et pour réussir vos entreprises, hein, parce que toi et moi, Suzanne, on est profondément convaincus que performance et plaisir vont de pair. Totalement. Quand on est heureux, on a une bonne chance de bien réussir ce qu'on fait et de bien faire ce qu'on fait quand c'est axé sur nos valeurs, sur ce qui nous porte. Oui. Puis on sait très bien que les valeurs, c'est en lien avec notre leadership. En fait, notre leadership va être porté par les valeurs qui nous habitent. Donc, tu sais, explorer son leadership à travers ses valeurs, c'est vraiment une belle piste pour aller approfondir notre intention d'agir, en fait. Comment on voudrait être et sur quoi on voudrait que les gens nous reconnaissent. Et puis, sur quoi on est profondément investi dans notre entreprise. Merci. Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à vous, mesdames. Je pense que c'est maintenant l'heure de la période des questions. Je vous inviterai à vous lever. On va répondre au public, d'ailleurs, qui a déjà beaucoup participé. Vraiment, là, c'est le fun, c'est plaisant à voir. Oui, juste à se mettre dans le milieu entre les tables. Bon. C'est parfait comme ça. Je commencerai avec une première question. Est-ce toujours possible de remplir le questionnaire sur les valeurs? Et si oui, jusqu'à quand? Ah. Donc, oui, effectivement, si vous avez eu vos codes, remplissez-les. Puis, compte tenu de votre participation à cette présentation, vous allez être capable de vous retrouver, de vous retracer parce que c'est disponible. Oui, finalement. Sur la plateforme, je tiens à le rappeler, c'est dans la section documents. Donc, allez-y, tout est là. Participez. Puis, ça aussi, je le rappelle toujours, mais on ne le rappellera pas assez. C'est en rediffusion. Si vous avez votre billet jusqu'à la fin février, c'est disponible. Donc, n'hésitez surtout pas. On a une autre question. C'est de Audrey Lisotte qui demande « J'ai été surprise de la lettre M, mais au fond, c'est ma motivation principale de créer une entreprise. C'est vraiment pour les gens, pour la société, les gens et l'innovation. » Est-ce que ça arrive souvent que les gens, disons, qui sont plus M, sont surpris du résultat? Bien, en fait, c'est... Merci, Audrey. J'entends que... En fait, j'aurais tellement envie d'avoir la conversation avec... Oh, mon Dieu! Là, c'est plus comme moi, dans mon énergie de coach, là, dans mon énergie de... Oh, mon Dieu, je voudrais tellement partager. En fait, effectivement, on pourrait avoir tendance à penser que les gens plus humanistes ont moins d'entrepreneurship. Mais non, moi, je pense pas. Au contraire, surtout aujourd'hui, qu'est-ce que le monde a besoin? Besoin d'entrepreneurs humanistes, besoin d'entrepreneurs visionnaires, humanistes, qui vont avoir un impact sur l'humanité. Alors, bravo les M qui se définissent comme entrepreneurs. Et probablement que le A doit être pas loin aussi, là. D'ailleurs, ça en prend plus à développer, entreprendre à échelle humaine. C'est quand même important. Dernière question pour conclure avec vous, mesdames. Maintenant que j'ai l'inventaire de mes valeurs, comment puis-je m'en servir concrètement dans mon entreprise, personnellement, mais aussi avec mes employés? Alors, vous ne mettez surtout pas ça dans le fond d'un tiroir. Vous gardez ça pas loin sur votre bureau. On l'a répété pendant 1 heure. Vos valeurs, c'est ce qui doit vous porter dans le développement et l'évolution de vos entreprises. Donc, moi, j'aurais envie de dire partagez, partagez, partagez. Faites connaître ces valeurs-là
à vos employés, à vos partenaires. Discutez-en, challengez-les, ayez cette discussion-là fondamentale sur de ce qui doit être dans le fond, hein, comme les images qu'on regardait tantôt, le pilier, le phare, la base. Prenez l'image qui vous plaît. L'important, c'est de rendre ces valeurs-là connues et sues. Et évidemment, en tout cas, en espérant que cette expérience que vous avez vécue ce matin va vous porter, va vous donner des ailes aussi pour aller de l'avant et aller plus loin dans votre leadership. Et en espérant aussi que vous avez fait de belles découvertes, comme Audrey qui nous a dit qu'elle a été surprise de se reconnaître avec un M entrepreneur. Bravo. Merci. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous, puis bonne continuation dans le développement de vos entreprises. Merci à l'organisation du Grand Saut. Magnifique semaine. Merci. Merci beaucoup. C'était Marianne Lirette, Suzanne Audette. Vraiment, là, je pense que je ne parle pas à travers mon chapeau. Si on se fie à la réaction des gens dans le chat, il y a eu vraiment des belles réactions des gens qui ont participé. On vous remercie d'être là. Et d'ailleurs, ça va être diffusé, je le dis toujours, mais c'est bon de le rappeler. N'oubliez pas d'aller remplir le sondage sous le bouton « Sondage » en bas de la page, en bas de l'écran de diffusion. Si vous avez apprécié, on veut vos commentaires, vos suggestions. Vous avez été inspiré par les contenus. Vous croyez que certaines personnes pourraient les apprécier, mais qu'elles ne sont pas là présentement. Eh bien, je rappelle que la programmation du Grand Saut, c'est en rediffusion jusqu'à la fin février 2022. Vous n'avez pas de billets, ce n'est pas un problème. Il est toujours possible d'en acheter sur lepointdevente.com. On se retrouve maintenant à midi pour l'atelier Entraîner sa créativité.